Est-ce que vous avez déjà entendu parler du film Backrooms? Normalement, si vous suivez l'actualité, vous avez dû voir passer des bandes annonces ou des articles à ce sujet. Alors pourquoi ce film était aussi attendu? En fait, les Backrooms, c'est un concept qui est né d'Internet en 2019 et qui a gagné énormément en popularité depuis. Et notamment pour les fans d'horreur, un film Backroom s'annonçait comme un renouveau du genre. Et aussi le passage assez novateur, assez rare, d'une creepypasta Internet sur le grand écran. Et je travaille depuis maintenant presque un an sur un projet autour de l'univers des Backrooms. Donc j'étais vraiment très curieuse de découvrir cet univers porté sur le grand écran. J'avais forcément beaucoup d'attentes à voir le film, mais aussi pas mal d'appréhension. J'avais peur de plusieurs choses. Déjà, en voyant les premières bandes annonces, je n'étais pas très sûre que l'aspect horrifique serait bien exploité. Parce que les premières bandes annonces mettaient surtout l'accent sur le côté mystère. Mais d'un autre côté, je craignais qu'on parte sur un slasher sans âme avec beaucoup de jumpscares et un scénario maladroit. Mais malgré mes appréhensions, j'ai été agréablement surprise dès le début de la séance. En fait, le film Backrooms, c'est une adaptation de l'univers de Ken Pixels, celui qui a rendu vraiment populaire ce creepypasta. Et on commence sur une prise en found footage avec Async, l'organisation qu'il a imaginée, et c'est assez malin pour rassurer très rapidement les fans. Et tout va très bien s'enchaîner. J'ai trouvé que le film avait très peu de fausses notes. Et pour un film d'horreur grand public, c'est assez rare d'avoir une si bonne qualité d'écriture. Mais déjà, avant même de parler du scénario du film, ce qui frappe, c'est la qualité de l'image, la qualité de la photographie. On sent que tout est millimétré, qu'il y a une vraie réflexion sur la palette utilisée, que ce soit sur la couleur des murs, des objets, des costumes des acteurs. Ici, la couleur, elle est vraiment là pour dire quelque chose en plus des dialogues. C'est un élément même du scénario. Elle rend les lieux plus étranges, plus artificiels, presque trop réfléchis. Et ça participe vraiment au malaise. Ça m'a un peu rappelé des films comme Rosemary Baby, où la couleur très recherchée crée un malaise avec ce qu'il se passe dans le film. Mais au-delà de l'image, ce qui m'a vraiment donné l'impression d'être devant un bon film, c'est aussi l'écriture. Les personnages fonctionnent bien, les scènes aussi. Je trouve qu'il n'y a vraiment aucun temps mort. En fait, tous les éléments du film servent à quelque chose. On est vraiment dans une écriture hyper efficace, mais qui à la fois laisse le temps de respirer. Le film ne noie pas dans les informations, mais au final, on va se rendre compte que chaque détail compte, que rien n'est gratuit. Le film applique notamment énormément le principe du fusil de Tchekhov. Tout ce qui va être montré est utilisé, et tout ce qui ne l'est pas directement dans le film est en réalité utile pour comprendre ce que le film ne nous dit pas ouvertement sur les personnages. Même si on n'a pas toutes les réponses, ce n'est pas vraiment important. Le film est rempli d'un tas de micro-détails qui peuvent permettre aux spectateurs de comprendre ce que le film ne dit pas. Et ça, j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant. Parce que Backrooms, c'est un film qui n'a pas qu'une vie. C'est un film en fait qui va se digérer après le visionnage. On a besoin de prendre le temps du recul pour analyser tout ce que le film nous a donné et mieux le reconstruire mentalement. C'est un film aussi qui va très bien supporter un deuxième, même un troisième visionnage. Mais maintenant qu'on a dit que c'était un bon film, est-ce que c'est un bon film sur les Backrooms? Le film s'inspire de l'univers de Ken Parson, dit Ken Pixels. Donc, si on attend une adaptation du lore internet, ce n'est pas franchement ce que le film va nous donner. Par exemple, il existe plusieurs représentations de l'univers des Backrooms. La toute première, et celle qu'on va voir dans le film, nous présentait un étage infini avec des tapisseries jaunes. Mais depuis, le lore internet s'est beaucoup complété et un certain nombre d'étages ont été ajoutés, avec des niveaux donc différents, des ambiances différentes et des règles qui peuvent aussi être différentes. L'univers de Ken Pixel, il est un petit peu entre les deux. Il n'y a pas de système de niveau, mais à force d'avancer, on va se retrouver avec des décors variés. Dans le film, cela va permettre de faire quelques clins d'œil à des étages alternatifs des backrooms. On va avoir par exemple un clin d'œil aux pool rooms, qui a d'ailleurs son propre niveau dedans, traditionnellement le niveau 37, ainsi qu'une pièce avec un sapin de Noël et un éclairage rouge assez inquiétant. Cette pièce-là, elle rappelle plusieurs déclinaisons communautaires. Dans les backrooms, on a l'idée que Noël peut être une fête liminale, avec notamment deux niveaux associés aux décorations de Noël, Desolate Holiday ou Merry Christmas. Et la lumière rouge, elle rappelle également
les Red Rooms, des salles entièrement éclairées de rouge auxquelles on peut justement accéder à partir du niveau 0, donc le niveau avec la tapisserie jaune. Assez vite dans le film, on va aussi comprendre que les backrooms absorbent des éléments de la réalité avec lesquels elles entrent en contact. Par exemple, quand Clark entre dans les backrooms, il va tomber tout de suite sur des meubles qui rappellent les meubles de son magasin, puisque le portail s'est ouvert dans le sous-sol de son entreprise. Par conséquent, même s'il n'y a pas de niveau, vu que tous les étages des backrooms dans l'univers du film sont en fait des versions dégradées de la réalité, on peut s'attendre à beaucoup plus de variations. Donc ça ne ferme pas du tout la possibilité de varier l'esthétique liminale plus tard. Si on s'attend aussi à rencontrer des entités iconiques des backrooms, comme les Smilers, les Hounds ou les Partygoers, on pourra être un petit peu déçu, car il n'y en aura pas. Mais c'est assez attendu puisque l'univers de Ken Pixel n'a jamais exploité ces créatures. Il a plutôt créé ses propres entités. La plus connue est Bacteria, une bactérie qui contamine les explorateurs qui entrent dans les backrooms et les transforme en menaces. Cette entité d'ailleurs ne semble pas exister dans le film. Le film va créer ses propres créatures. Alors, est-ce que c'est gênant? On peut regretter évidemment de ne pas avoir un iconique Smiler dans un coin de mur, mais on comprend assez rapidement que le film veut nous dire quelque chose à travers les menaces des backrooms, qu'il ne veut pas que ça devienne un simple film de monstres, mais plutôt que les menaces présentes dans ce décor nous disent aussi quelque chose des personnages qui y entrent. Et je ne dirais pas non plus que ça contredit totalement le lore internet, puisque, et là attention, je vais commencer les spoilers, donc puisque les menaces semblent créées par l'inconscient humain, dont se nourrissent les backrooms, on ne sait pas quelle forme elles peuvent prendre. D'ailleurs, dans le lore des backrooms, on a beaucoup de monstres humanoïdes bizarres, dont on ne sait pas du tout de quelle manière ils ont été formés. On va aussi voir dans le film des sortes d'humains copiés à partir de souvenirs imprécis ou superposés qui ne sont pas vraiment dangereux et qui semblent avoir une conscience limitée. Ces entités, elles rappellent pour le coup assez fortement une entité des backrooms, qui est le Faceling, lui-même décrit comme une sorte de PNJ bizarre qui reproduit des gestes du quotidien sans que ça ait de sens apparent. La grosse différence entre les deux, c'est que dans le film, les visages de ces entités sont entièrement déformés, alors que les Facelings ont des visages incomplets, voire pas de visage du tout. Mais finalement, ce sont aussi des copies imparfaites de la réalité. Donc on peut dire que les créatures imaginées dans le film ne contredisent pas la logique des backrooms. Maintenant, si on s'attend plus précisément à trouver un film sur l'univers de Ken Pixels, est-ce que c'est satisfaisant? Donc, comme je le disais, le film, il commence comme un hommage des fan footage de Ken Pixels et à l'esthétique analogue horror qu'on retrouve sur ses courts-métrages, avec une image un peu sale, un peu imparfaite. Mais ensuite, le film va quitter cette direction artistique pour partir sur autre chose. Ce n'est pas forcément dérangeant puisque le format fan footage, par exemple, ne va pas permettre de travailler la couleur d'une aussi belle manière que ce que le film va faire ensuite. Et ce travail justifie à lui seul d'avoir parfois une image plus propre. On aura quand même droit de temps à autre à d'autres scènes où la caméra va être utilisée à la première personne, ce qui est plutôt intelligent pour satisfaire les fans de ce genre-là. Ça permet aussi de varier les sensations et la perception pendant le film. Alors là où certains pourraient être un peu déçus, c'est que quand on regarde les fan footage de Ken Pixel, on peut s'attendre à un côté un petit peu plus survie, puisque l'idée derrière les backrooms, c'est d'avoir un personnage qui se retrouve piégé dedans, qui est traqué constamment par un monstre qu'il ne comprend pas sans avoir de possibilité de s'échapper facilement. Alors déjà dans le film, la notion de no-clip, notamment d'entrée involontaire dans les backrooms avec un portail qui se referme presque aussitôt, elle est mise de côté. Clark, il identifie rapidement l'entrée des backrooms à travers le mur d'un de ses sous-sols et il va découvrir qu'il peut sortir de la même manière. On se retrouve avec des backrooms qui sont assez stables. Le film d'ailleurs, il va jouer un peu sur l'attente du public qui connaît déjà les backrooms par rapport à ça. Puisque au début, quand Clark cherche à ressortir pour la première fois, il tâtonne le mur qui ne s'ouvre pas tout de suite.
et ça peut laisser penser qu'il est vraiment piégé et qu'il va se retrouver seul à errer dans un monde où les menaces sont potentiellement présentes à chaque détour de couloir. Mais finalement, ce n'est pas le cas. En fait, Clark, il s'était juste trompé d'endroit dans le mur et il va retrouver le bon portail et s'échapper. Donc forcément, ça retire tout de suite un petit peu d'impression de danger. D'autant que Clark, il va pouvoir cartographier les backrooms, ce qui est a priori impossible dans le lore des backrooms puisqu'il y a une idée que les couloirs changent de sens et de configuration constamment. Après, est-ce que c'est gênant? Narrativement, par rapport à ce que veut dire le film, c'est assez intéressant puisqu'on a un personnage qui va pouvoir témoigner de ce qu'il a vu et aussi amener d'autres personnes dans les backrooms et des personnes qui sont proches de lui. S'il y avait eu un no-clip dont on ne peut pas sortir, ça aurait tout de suite transformé le film en survival horror, puisque on se serait retrouvé à suivre des groupes de voyageurs qui ne se connaissent pas forcément puisqu'ils auraient atterri dans les backrooms de manière plus aléatoire et qui vont devoir affronter toujours plus de monstres pour ne pas mourir. Peut-être que ça aurait pu ressembler à quelque chose comme le film The Cube par exemple, et ça aurait pu être intéressant, mais on pourrait aussi dire qu'on a déjà vu ce genre de film dans des décors différents. Et est-ce que c'est vraiment ça, finalement, l'intérêt de l'horreur liminale? Est-ce que c'est pour ça que ce type d'horreur fonctionne aujourd'hui? Le renouveau qu'apporte l'horreur liminale, ce n'est pas seulement d'être perdu dans un espace vide avec une menace inconnue qui rôde au loin et qui peut frapper à tout instant. C'est aussi une horreur où on se retrouve seul face à soi-même. Et souvent le vide ou des espaces distordus, ils nous ramènent à nos peurs intérieures. Et le problème, c'est que si on a rapidement un personnage coincé dans les backrooms, on va difficilement pouvoir développer son passé, ses problématiques, tout en restant vraiment intéressant. Puisque à partir du moment où il est piégé, sa principale problématique, ça va être de survivre. Et dans le film, justement, la problématique de Clark, ce ne sera pas du tout sa survie au sens physique du terme. Clark, c'est un personnage qui, avant même de découvrir les backrooms, essaie de survivre dans un monde qui, visiblement, ne lui correspond pas et auquel il ne veut pas correspondre. Avec ce personnage d'ailleurs, je trouve qu'on revient vraiment sur des thématiques fortes de l'horreur, qu'on oublie un peu parfois quand on parle de ce genre en fiction. Parce que oui, l'horreur c'est un genre où on peut avoir un certain nombre de scènes sanglantes et gore. Mais avant tout, si on revient au classique littéraire même du genre, l'horreur permet d'interroger l'intériorité. Et les monstres que l'on va croiser sont certes inquiétants, mais ils sont là aussi pour dire quelque chose de nous, de notre société, du monstre qui peut se cacher en nous ou dans les autres, parfois sans qu'on s'en rende compte. Parce que finalement, dans Backrooms, si les backrooms sont dangereuses, c'est finalement à cause de Clark. C'est lui qui va attirer d'autres personnages dans cet univers hostile. Il ne cherche pas volontairement à faire du mal, mais il n'est pas non plus la victime pour laquelle il essaye de se faire passer. Et ça, on va le comprendre assez vite dans le film. Donc c'est à la fois quelqu'un qui a une souffrance réelle et quelqu'un qui va aussi faire souffrir les autres. Mais alors, qui est donc Clark? Parce que finalement, on ne sait pas énormément de choses sur lui. Ou en tout cas, de façon explicite, le film nous donne vraiment le minimum. On sait que Clark est un architecte qui a abandonné son métier pour devenir propriétaire d'un magasin de meubles et que son affaire ne marche pas très fort. On sait aussi qu'il s'est fait mettre à la porte par sa femme suite à une dispute après qu'il soit rentré tard et alcoolisé. On sait que Clark se juge victime et accuse sa femme de ne pas assez le soutenir, mais on n'en saura jamais plus sur la situation. On ne sait pas pourquoi il s'est retrouvé à travailler dans ce magasin de meubles alors qu'il a fait des études d'architecte, et on n'aura jamais le point de vue de sa compagne. Cependant, plusieurs éléments dans le film montrent qu'il y a beaucoup de zones d'ombre dans son histoire et probablement beaucoup de mensonges dans ce qu'il en dit. Au début du film, par exemple, on remarque un tag qui le traite d'escroc sur son magasin. Puis on constate que sa boutique n'a pas de clients et on voit des affiches qui insistent assez lourdement sur le prix bas des meubles. On nous montre aussi Clark en train de tourner un spot publicitaire costumé en pirate, sa mascotte, pour essayer de faire venir des clients. Et un point intéressant, c'est que quand il s'assoit sur une des chaises de sa boutique, elle se casse.
Le caméraman en est amusé et il lui demande de ne surtout pas garder ce passage. Ces quelques éléments laissent déjà entrevoir beaucoup de choses. Visiblement, Clark n'a pas des méthodes de vente honnêtes. Il vend certainement des meubles défectueux et s'il a perdu ses clients, c'est parce que probablement ils n'ont pas apprécié de s'être fait avoir avec des meubles beaucoup trop fragiles. On sait aussi que quand il est rentré tard et alcoolisé chez lui, c'était après avoir fait les comptes de son magasin. On peut donc estimer qu'il a bu parce que ses comptes étaient catastrophiques. Ça l'a déprimé et plutôt que rentrer chez lui et en discuter avec sa compagne, il a préféré se voiler la face et boire. En tout cas, c'est ce que le film laisse sous-entendre. Mais à aucun moment, Clark ne reconnaît devant sa psy qu'il a bu parce que ça n'allait pas. Il minimise la chose. Il dit qu'il a simplement bu un verre et qu'il est rentré et que sa femme s'est montrée injuste avec lui simplement parce qu'il aurait cassé un verre par terre. Donc, déjà là, on voit qu'on a un personnage qui a une tendance presque pathologique au mensonge. Un personnage qui ne veut pas affronter une réalité qui ne lui convient pas. Donc on est clairement face à un personnage non fiable. Et au final, les backrooms vont lui donner un petit peu ce qu'il cherche. Elles vont lui donner la possibilité de fuir le réel, de faire ce qu'il veut dans un monde qui n'a pas de règles définies et qui reste à explorer, à conquérir d'une certaine façon. Et quand on sait ça, on comprend peut-être un petit peu mieux pourquoi Clark s'identifie à un pirate, pourquoi c'est la mascotte qu'il a choisie pour son magasin. La seule entité menaçante que l'on va voir dans le film, c'est une version corrompue de Clark, qui a fusionné avec la mascotte de son entreprise. Alors c'est vrai, je pense que quand on a commencé à voir les premières images de Pirate Clark sur internet, sans avoir vu le film, ça faisait un petit peu peur dans le mauvais sens du terme. C'est sûr que pour un film d'horreur, l'entité ne paraît pas franchement iconique, parce que le pirate, ça évoque plutôt l'aventure. Mais ceci dit, quand on est prêt dans le film, le choix fait beaucoup plus sens. Et d'ailleurs, si on revient au début du film, ce pirate qu'on voit sur la devanture du magasin, puis qu'on retrouve en mascotte dans l'entrée, je trouve qu'elle donne tout de suite un sentiment de malaise. Elle crée un décalage. Alors en soi, pour contextualiser un petit peu, ce type de personnage publicitaire, ce n'est pas impossible aux États-Unis. Les mascottes un peu absurdes et très voyantes pour des magasins locaux et surtout des magasins discount, comme semble l'être celui de Clark, c'est très courant. C'est une manière de se démarquer. Et d'autant plus dans les années 90 où se situe le film. Mais néanmoins, même pour le public américain, un personnage pirate pour un magasin de meubles, c'est quand même un choix bizarre. Ça n'a pas de lien thématique évident. Surtout que le nom du magasin de Clark associe le pirate à l'Empire ottoman. Il se fait appeler Capitaine Clark de l'Empire ottoman. Et le nom aussi de l'enseigne, il est un petit peu étrange, pas forcément attendu. Et finalement, un peu comme les backrooms, on peut se dire que Clark semble copier assez mal ce qu'il voit. Il a une compréhension lui-même imparfaite des règles de la réalité. D'ailleurs, c'est très bien signifié dans le film par la question que le caméraman lui pose après avoir tourné son spot publicitaire. Il s'interroge sur la pertinence de mélanger pirate et empire ottoman. Il lui demande ce que ça signifie et Clark, agacé, ne veut pas répondre. En fait, là, Clark fait un jeu de mots. En anglais, un ottoman, c'est aussi un meuble, une sorte de pouf sur lequel on repose les pieds. Donc, Ottoman Empire renvoie à la fois à l'Empire ottoman historique et de manière étendue à un empire de meubles. Si on en croit la réaction de son caméraman, tout le monde ne comprend pas la blague, mais même pour un Américain qui l'a saisiré, c'est un jeu de mots un peu lourd. En tout cas, c'est pas franchement le nom idéal pour attirer des clients. Avant même de découvrir les backrooms, il y a déjà créé un monde artificiel autour de lui. Un monde où il peut être à la fois capitaine, mascotte, chef et personnage principal. Et donc, dans les backrooms, Pirate Clark devient la matérialisation monstrueuse de cette fiction qu'il se raconte. Les backrooms semblent prendre ce que Clark a déjà construit autour de lui. Son image, son besoin de contrôle, son désir d'être un personnage principal. Et les backrooms vont déformer tout ça jusqu'à en faire une menace. Et c'est aussi pour ça que Clark est peut-être aussi dangereux que les backrooms elles-mêmes. Il est attiré par un espace où les règles ordinaires ne s'appliquent plus. Dans la société réelle, il échoue, il est jugé, il doit composer avec le regard des autres. Dans les backrooms, au contraire, il peut devenir le seul maître à bord, comme un capitaine sur son navire.
Et donc, si Pirate Clark est une entité à l'apparence ridicule, c'est parce qu'elle vient finalement d'une mascotte qui est à l'origine ridicule. Le monstre final, c'est l'image absurde, blessée et dangereuse que Clark s'est fabriquée pour survivre à ses nombreux échecs. Alors là, je sais que beaucoup regrettent la révélation de Pirate Clark et reprochent à la dernière partie du film de donner un début d'explication sur ce que sont peut-être les backrooms et les menaces qu'elle crée. Mais je n'ai pas trouvé que ce soit un problème ni que ça fasse baisser réellement l'inquiétude autour des backrooms. Au contraire, à mon avis, ça enrichit l'univers. Et ça fait passer la menace dans un registre beaucoup plus large, presque vertigineux. Parce que Pirate Clark fonctionne donc comme une manifestation de l'inconscient de Clark. Et si le film ne révélait jamais cela, il resterait à la surface de son propre concept. Donc bien sûr que ça pourrait marcher. On a pu avoir un film qui jouerait jusqu'au bout sur l'horreur liminale, puis qui nous laisserait simplement dans l'effroi. Pourquoi pas? Certains récits fonctionnent comme ça. On peut penser au téléfilm Les Langoliers, où les monstres arrivent très tard, sans véritable explication, ou aussi à Projet Blair Witch, où la fin est assez trouble. On commence en ignorant ce qu'est la sorcière de Blair et on termine en l'ignorant toujours. Mais dans ce cas, dans ce type de film, les monstres disent peu de choses sur les personnages. Ils sont surtout là parce que les héros sont tombés au mauvais endroit au mauvais moment ou ont décidé d'aller quelque part où ils n'auraient pas dû aller. Ça peut produire de l'angoisse, mais on reste dans une horreur plus mécanique, plus fonctionnelle, plus axée sur l'expérience pure. En soi, c'est une approche qui existe, qui fonctionne, qui a fait de bons films, mais qui correspond à une œuvre dont le sujet est le mystère lui-même. Et pour l'univers des backrooms, le problème, c'est que c'est devenu autre chose avec le temps. Dans l'univers de Ken Pixels, il y a déjà une interrogation sur ce que peuvent être les backrooms, puisqu'il y a ajouté une histoire, un groupe scientifique qui l'explore, et on sait également que son univers à lui a des conséquences dans le monde réel, puisque dans l'univers de Ken Pixels, on a déjà l'idée que les backrooms peuvent contaminer le réel, voire les engloutir. À partir de là, il était difficile pour le film de rester dans une horreur liminale pure, un peu plus classique, qui prendrait simplement comme nouveauté le cadre de l'univers des backrooms. Et puis, au final, on nous révèle quelque chose sans révéler grand-chose. Parce que si les backrooms sont une manifestation de l'inconscient, est-ce que ça nous aide à résoudre le mystère des backrooms? Est-ce que ça nous aide à les combattre? Pas forcément non plus, parce que comment on combat l'inconscient humain? Comment on combat quelque chose que personne ne peut vraiment expliquer? Je trouve qu'au contraire, c'est beaucoup plus angoissant. Si l'inconscient détérioré de beaucoup d'humains peut contaminer les backrooms et que derrière, les backrooms peuvent contaminer le réel, comme c'est suggéré, avec par exemple les lumières du magasin qui clignotent elles-mêmes, donc qui sont affectées par les backrooms, ça montre qu'on est face à une menace extrêmement grave, pas juste à un endroit rempli de monstres. Alors à voir comment ils vont faire avec un deuxième film, puisque à mon avis, ils prévoient déjà une suite, mais le deuxième film peut vraiment ouvrir des portes encore plus menaçantes. Alors pour conclure, si vous n'avez pas vu le film mais que vous êtes resté jusqu'au bout malgré les spoilers, je vous conseille d'aller vous faire votre propre idée. Je trouvais intéressant que le film aille plus vers de l'horreur psychologique et montre aussi qu'on peut faire de l'horreur sans aller forcément vers du slasher et de la sensation pure. Donc si ça peut aussi changer l'image de l'horreur auprès d'un public plus large, c'est très bien.